7h22, les événements en Algérie, les européennes du mois de mai prochain ou encore la loi anti-casseurs. Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est l'invité tout de suite de Gérard Leclerc. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Gérard Leclerc. Concert de klaxon hier soir à Alger. Après 3 semaines de manifestations pacifistes, Abdelaziz Bouteflika a donc renoncé à un 5e mandat. Il reporte sine die la présidentielle après une conférence nationale chargée de réformer le système. Et il reste quand même au pouvoir. C'est une victoire pour la démocratie ? Alors, je vais commencer par les aspects positifs. C'est magnifique. Un peuple s'est mis en mouvement et a obtenu quelque chose qui semblait inatteignable. Le fait que Bouteflika ne soit pas reconduit sur un 5e mandat, on sait très bien que Bouteflika, sans manquer de respect à cet homme, est plus, comment dirais-je, le représentant obscur d'autre chose que vraiment quelqu'un qui était un réel candidat. Il n'est plus apparu en public depuis très longtemps, etc. Donc, ce que ça exprime, c'est que le peuple algérien, et cette jeunesse surtout, veut la démocratie. C'est un grand peuple digne, qui demande quelque chose qui devrait être élémentaire, et qui montre que de l'autre côté de la Méditerranée, contrairement parfois à l'image caricaturale qui en est faite, le peuple du Maghreb veut un peu ce que veulent tous les peuples. La démocratie, la capacité vraiment de pouvoir être maître de son destin. Ça, c'est fabuleux, c'est une leçon universelle. Quand les peuples se mettent en mouvement, rien ne leur résiste. Oui, mais il reste au pouvoir, Bouteflika. Alors, c'est beau. Voilà, déjà envoyons ce message d'amitié, de solidarité, de soutien, mais on a bien compris qu'aussi, il y a une petite astuce. Mais, comment dirais-je, ne voyons pas immédiatement les choses de manière négative. Sans doute qu'il veut trouver les conditions que quelqu'un vienne le remplacer. Quand je dis lui, je ne parle pas nécessairement de Bouteflika, mais de l'armée, des différents secteurs du patronat qui soutenaient jusque-là le Bouteflika. Bon, et les élections sont repoussées, auront-elles lieu, etc. Enfin, là, il y a beaucoup d'interrogations qui amènent à ce que je crois que le peuple algérien doit rester mobilisé de manière pacifique telle qu'il le fait. Et nous, les Français... de nouvelles manifestations ? Oui, pourquoi pas. Enfin, c'est pas moi d'en décider, mais je trouverais bien qu'il reste mobilisé. Puis nous, les Français, c'est ça qui est intéressant, on doit continuer de différentes façons. Pourquoi pas, quand il y a des rassemblements de solidarité en France, y participer. Pourquoi pas, si ce pays, la France, sa diplomatie doit dire, eh bien, il faut maintenant créer des conditions d'élections démocratiques. De façon plus claire que ce qu'elle fait pour l'instant. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, car je crois même que le message jusque-là qui avait été envoyé, avant que les peuples se mobilisent, était plutôt une forme de soutien de la diplomatie française à la solution de ce 5e mandat assez peu digne de la part de Bouteflika. Bon, et ça, dans un pays qui est un pays stratégique, un pays très grand, un pays qui a été blessé par des années de guerre civile, donc il faut aussi, quand on voit ça, comprendre que beaucoup de gens étaient inquiets, voulaient des solutions démocratiques, mais ne voulaient pas revivre la terrible décennie des années 90, plus de 100 000 morts dans une quasi-guerre civile, etc. Et malgré tout, les gens ont trouvé la ressource. Et ça, moi, je trouve ça, une fois de plus, fabuleux, avec cette jeunesse qui... et c'est plein d'humour, en plus, on le voit bien quand on suit la presse, la manière dont l'humour s'oppose à la bureaucratie, à ces systèmes totalitaires, une fois de plus, doit nous inspirer aussi en France. Quand le peuple est mobilisé pacifiquement, puissamment, rien ne lui résiste. À bon entendeur, salut. Le message est clair. Le Brexit, journée cruciale en Angleterre, parce que le Parlement doit se prononcer sur l'accord de divorce avec l'Union européenne. Theresa May est allée encore négocier hier. Qu'est-ce que vous feriez, vous voteriez Moi, je vais le prendre, non pas que je me défile à la question, sous un angle particulier. Parce qu'il faut dire que Corbyn, le travaillé, ça dit qu'il voterait contre. Hein. Ouais, mais moi, d'abord, je veux dire une chose. Quel que soit ce qu'on pense du contenu de l'accord, il est hors de question d'utiliser comme argument c'est le dernier accord, ou alors, tel qu'a dit Theresa May, on reste dans l'Union européenne. Et j'entendais, peu de temps avant que vous m'interviewez, M. Juncker qui disait c'est le dernier accord, on ne peut rien faire d'autre. Non, non, le peuple, les Anglais... Il y a un moment, il faut se décider aussi, ça fait plus de 2 mois, 2 ans qu'on discute. Non, mais d'accord, on discute, souvent de manière assez opaque d'ailleurs, etc. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas de possibilité, quand les peuples s'expriment, qu'on leur dise au bout d'un moment, c'est ça ou rien. Ça ne peut pas être une camisole de force, cette Union européenne. Ce qui doit rester souverain, ce sont les peuples. Quel que soit ce qu'on pense, oui ou non, sur le Brexit, le peuple, il s'est prononcé. Mais ce qu'on retient, c'est que justement, depuis qu'il s'est prononcé pour le Brexit, pour l'instant, c'est un chaos en Angleterre. Ils sont incapables de trouver une solution. Mais qu'après, les libéraux anglais soient les pires négociateurs, parce qu'en vérité, leur projet est quasiment le pire de l'Europe. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une aspiration profonde dans ce qui amène le vote pour le Brexit de la part des Anglais, qui refusent ce qu'il y a de plus terrible dans cette Union européenne, d'une mise en concurrence des peuples, des conditions de dégradation, du peu de services publics qu'il y avait, etc., et d'un libre-échange échevelé qui a eu des répercussions terribles en Angleterre. Et quelque part, c'est pas Madame May ou différents personnages qu'on avait vus pendant la campagne du Brexit qui est à même de pouvoir proposer quelque chose d'intéressant pour le peuple anglais. Donc ça crée des difficultés, mais une fois de plus, moi,
peut-être sans doute que je ne voterai pas cet accord, qui reste un accord marqué par le libre-échange, qui ne règle pas... Ça va pas encore assez loin, vous pensez? Non, mais une fois de plus, à la position qu'il amène, moi je veux dire une chose. Cette Europe de la camisole de force telle qu'il nous propose, où en gros on dit au peuple c'est ça, ou allez vous faire voir, ou on reste dans l'Union européenne, ça c'est pas possible. Comme Français, comme quelqu'un d'attaché à la souveraineté, une fois de plus, des peuples, c'est eux de décider. C'est pas des structures supranationales qui, une fois de plus, négocient de manière souvent opaque, de dire ben maintenant c'est ça, ou même j'ai entendu Theresa May dire sinon on restera dans l'Union européenne. Mais ce serait fou. J'ai vu à partir de là que c'est la stratégie de la peur. On l'a souvent entendu en France, vu que j'ai vu dans la presse qu'il y a même un plan qui est prévu d'évacuation de la reine en cas d'émeute du peuple, etc. C'est un peu le chaos en Angleterre. Non mais j'entends bien. Oui, mais parce que ce qui prouve peut-être que c'est compliqué de sortir de l'Union européenne. Oui, mais ça c'est intolérable. On est d'accord. C'est intolérable. Non, mais ça n'est pas possible d'imaginer un système dont il est impossible ou compliqué d'en sortir. C'est que par la liberté qu'on construira des relations de fraternité internationalistes, pour reprendre un mot que tout le monde comprend. Je suis pour toute une série d'accords entre les peuples, trouver les moyens, de quelle manière on a des services publics communs, de quelle manière on a des choses ensemble. Mais si c'est la règle qui consiste à dire par la force, telle qu'on l'a vu en France, et on va peut-être y venir après, c'est-à-dire que chaque fois qu'on sollicite les peuples, ils votent, mais on dit non, on va faire sans votre avis, ça c'est terrible, et ça amène des nationalismes, et ça amène justement des réactions négatives. On y vient justement. Jean-Luc Mélenchon, dans sa tribune hier, exhorte les Européens, les peuples, à sortir des traités. Ouais. Ça veut dire quoi? Sortir de quel traité? C'est quoi? C'est Schengen? C'est l'euro? C'est même le traité, l'Europe? Oui, c'est tous les traités, notamment, vous savez, prenons les choses très concrètement, tel que le dit Jean-Luc Mélenchon. Il faut l'harmonisation fiscale et sociale entre les pays. D'accord. Aujourd'hui, elle est impossible en raison des traités. La question, c'est que maintenant, les élections européennes arrivent. C'est le moment de tous les bonimenteurs. Tout le monde explique qu'il faut faire l'Europe sociale, c'est fabuleux, c'est la liste du Père Noël, en veux-tu, en voilà, tu veux une... Bon. Sauf que des traités aujourd'hui, empêchent notamment l'harmonisation fiscale entre les pays. D'accord. Donc il faut revoir tous les traités, y compris le traité. Il faut dire clairement qu'il faut rompre avec ces traités. L'euro et l'ensemble des traités. L'euro, la monnaie est un outil, d'accord, mais je parle des traités aujourd'hui, notamment celui réécrit, mais qui avait été présenté aux Français en 2005. C'était institutionnel. Voilà, notamment, qui depuis a évolué, etc. Il faut revoir tout ça. Mais cher Gérard Leclerc, quand le peuple français a été sollicité là-dessus, il a dit non en 2005. On peut écouter les citoyens. Ils ne voulaient pas de cela, notamment dans un beau débat en 2005. C'est il y a 14 ans, mais c'est pas si loin que ça. 70% de participation au débat. Les gens se sont passionnés. Et ils ont dit, cette Europe-là, celle une fois de plus qui interdit l'harmonisation fiscale et sociale entre les pays, et beaucoup d'autres choses. Donc on revoit tous les traités. La directive des travailleurs détachés, il faut la refuser. Et ce que nous disons, c'est nous, la France, alors là je parle si on dirigeait ce pays, parce que ne faisons pas croire que les élections européennes est un moment où... Mais si nous étions en responsabilité, on dirait on n'applique plus la directive des travailleurs détachés. On n'applique plus ces traités qui, aujourd'hui, interdisent cette harmonisation fiscale. On sort des traités. On sort de tous les traités. Du moins, on crée les conditions de les revoir. Et si on veut nous imposer, c'est pour ça que je parlais de la méthode Juncker ou en Angleterre, considérer c'est ça ou rien, oui, il faudra rompre. Par exemple, la contribution de la France à l'Union européenne, on donne 20 milliards d'euros. Pour quelle raison? Si on n'est pas entendu, nous, la France, on dit pourquoi continuer à payer? Il faut créer des rapports de force nouveaux, en disant les choses clairement, et ne pas mentir aux Français. Ce qu'il y a de terrible souvent de la part de Macron ou d'autres, c'est que les mêmes qui mettent en œuvre des traités, qui empêchent des politiques sociales, des politiques écologiques, veulent faire croire que dans le cadre de ces traités, on va les mener. Donc arrêtons de prendre les Français pour des imbéciles, parce que ce que cela crée, c'est l'abstention. Et moi, je veux que les gens viennent voter, mais ne viennent pas se faire enfumer à l'occasion de cette élection. Donc oui, il faut rompre avec les traités pour des politiques sociales, pour des politiques écologiques, pour des politiques démocratiques, pas dans le cadre de cette Europe-là. Alors, on a retenu également de la tribune de Jean-Luc Mélenchon hier Emmanuel Macron qui est présenté comme dangereux par la répression féroce contre les Gilets jaunes, par sa politique russophobe. Écoutez ce qu'on a dit hier, Aurore Berger. Quand je vois ce qu'il dit aussi sur la prétendue répression qui serait celle de l'État français et l'ode qu'il fait à Poutine, dont on voit bien la manière avec laquelle il traite ses opposants politiques, je m'étonne et je trouve ça assez affligeant que quelqu'un qui a été un républicain, qui a été un ministre de la République, candidat à la présidentielle, en vienne à ce genre de diatribe et d'excès dans cette tribune. Diatribe, d'extrait. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a même pas lu le texte. C'est comme soit sur Aurore Berger, élément de langage, elle n'a pas lu. Elle dit une ode à Poutine, j'invite chacun à lire, il n'y a pas d'ode à Poutine. Donc elle ne sait même pas de quoi elle parle. Ça, c'est les éléments de communication de tous les Playmobil d'En Marche qui viennent, je la connais. Elle ne sait même pas, plusieurs fois à l'Assemblée nationale, elle s'est fait ridiculiser une fois, elle a lu un papier, c'était le même que ce qu'une députée En Marche avait lu avant. Donc elle, Aurore Berger, son ton polémique, j'ai dit d'abord, elle a le droit d'avoir ses arguments, mais lisez le texte. Il n'y a aucune ode à Poutine. Donc madame, au moins qu'on
discute de choses rationnelles, parce que sinon, c'est pas intéressant. Il y a quand même le ton, le président dangereux. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu, j'ironise, depuis quelques semaines, quand même, on a le droit d'être pour ou contre au moment des Gilets jaunes, c'est pas le sujet, mais des blessés à tel point que vous avez nombre de médecins, je pense notamment aux ophtalmologistes, dernièrement des spécialistes, qui sont adressés à M. Macron en disant que c'est la première fois qu'on voit autant, notamment ce problème de l'utilisation des LBD, vous savez, ce lanceur de balles de défense, qui amène à ce que nous avons aujourd'hui un nombre très important de gens éborgnés. On a eu des mains arrachées, on a 2000 personnes blessées de manière assez grave. On n'a jamais vu ça. Depuis même en 1968, le nombre de blessés n'était à peu près n'était pas équivalent. Donc, à tel point que des organisations et des instances internationales saisissent la France en disant arrêtez d'utiliser ce matériel. Les grenades de désencerclement qui sont utilisées de manière trop proche des manifestants, ce lanceur de balles de défense. Écoutez, on a M. Toubon, c'est quand même pas un insoumis, défenseur des droits, qui dit arrêtons de l'utiliser. Alors, Mme Berger peut raconter ce qu'elle veut. Une fois de plus, les communications de En Marche peuvent dire ce qu'elle veut. Mais moi, je ne veux pas que quand on va manifester pour la justice fiscale, pour que les salaires soient augmentés, on rentre à la maison avec un œil crevé ou une main arrachée. On peut l'entendre, ça. On a compris. Et ça, c'est Macron. Et qu'est-ce qu'il répond, Macron? Circuler, il n'y a rien à voir. Et même, on a Castaner, un ministre qui dit à la police, continuez. Non. Quand on est républicain, garant de l'intérêt général, on doit dire aux forces de l'ordre, vous faites votre travail, évidemment, mais le matériel qui est mis entre leurs mains, je pense notamment à ceux que je viens de citer, est dangereux. Et moi, j'ai proposé un projet de loi qui dit, on arrête de les utiliser. D'autres techniques sont possibles, mais pas ça. Et donc, j'imagine que vous êtes contre la loi anti-casseurs qui doit être votée aujourd'hui au Sénat. Ah ben oui, je suis intervenu à l'Assemblée. Loi liberticide. Ben oui, sur beaucoup d'aspects, mais notamment le fait que l'interdiction de manifester, c'est une décision grave, elle peut être prise parfois, ne soit plus prise par un juge qui, lui, normalement, mais par un préfet, c'est-à-dire un préfet qui est représentant du gouvernement, est quelque chose de grave. D'accord, que je n'accepte pas. Ce n'est pas une décision politique qui interdit Gérard Leclerc d'aller manifester. Peut-être un juge, mais pas décision politique. Ça, c'est dans cette loi. Et je pense que ça peut être effectivement anticonstitutionnel. Je suis intervenu de manière, pas seulement moi, très virulente à l'Assemblée nationale pour leur dire ça. Beaucoup de gens ont fait le choix de M. Macron au second tour de l'élection présidentielle contre Mme Le Pen sur un terrain, en se disant, lui, au moins, il défendra les libertés démocratiques. Quand on voit que des choses aussi essentielles que ça, notamment après le fait que ça devient extrêmement flou, parce que si dans une manifestation, il y a des gaz, vous masquez le visage, vous pouvez être poursuivi par rapport à ça. Et ainsi de suite, on a l'air quelque chose qui, effectivement, restreint les libertés publiques. Les élections européennes, à première vue, c'est la chronique d'un désastre annoncé pour la gauche, qui est très très basse, et notamment pour vous, puisque d'après le dernier sondage IFOP, le Rolling, vous seriez seulement à 7%. C'est pas un désaveu, pour vous, un échec? Écoutez, on fait campagne. La campagne, elle commence, et quelque part, elle a vraiment commencé avec la lettre d'Emmanuel Macron. Le problème essentiel que moi j'ai, si je puis dire, c'est d'abord l'abstention populaire. C'est ça. Il faut mobiliser les nôtres. Ces 7 millions de voix qui ont fait confiance à Jean-Luc Mélenchon, ces gens qui se reconnaissent dans notre programme, considèrent souvent qu'à l'occasion de cette élection européenne, il n'y a pas d'enjeu et de manière s'opposent ou expriment leur refus de cette Europe-là en n'allant pas voter. Je leur dis, mobilisez-vous. Parce qu'évidemment, il peut y avoir un effet trompe-l'œil, c'est-à-dire que près de 55% d'abstention, ce que montrent les sondages, et une participation plus importante de la part du camp Macron, si je puis dire. Pas seulement, le Rassemblement national est à 22%. Oui, mais il avait fait 25% la dernière fois, il avait fait beaucoup plus, d'accord? Donc, n'ayons pas des résultats en trompe-l'œil. Peut amener à ce qu'il y ait une illusion d'optique qui amène à ce que Macron puisse sortir vainqueur de la prochaine élection européenne. Ça, ce serait terrible, parce que s'il sort vainqueur, il va continuer sa politique antisociale. Donc je dis aux gens, au milieu populaire, mobilisez-vous les amis. C'est ça l'enjeu. Mais c'est pas une gauche totalement divisée, émiettée, Gérard vous y avez participé, non. Vous êtes un connaisseur de l'histoire des élections européennes. Le nombre de listes aujourd'hui de ce que vous appelez la gauche n'est pas plus important que les fois précédentes. Ça, c'est une explication pauvre, une explication feignante. Le problème, c'est pas il faudrait que machin s'additionne avec bidule pour que 2 plus 1,5 fasse 3,5. En plus, en politique, ça se passe pas comme ça. C'est pas ça le sujet. La question, c'est comment on va chercher des électeurs, notamment des milieux populaires. Ce que montrent les sondages que je lis attentivement, c'est que les CSP+, les catégories les plus favorisées, et elles ont bien le droit parfois, elles sont mobilisées. Par contre, dans les milieux populaires, ouvriers, employés, c'est très bas. Quelqu'un comme moi, qui veut porter un certain discours, qui a l'ambition de représenter cette France majoritaire des ouvriers et des employés, elle doit d'abord mobiliser les gens et pas passer son temps avec les directions et les chefs à plumes de dire s'il te plaît, viens me donner ton 1,5%. C'est pas ça le sujet. Et là, on a un moyen, on va y arriver, vous allez voir, vous allez être surpris. On verra. Le grand débat, le gouvernement dit que ça a été un succès. Il y a effectivement eu 10 000 réunions, 1,5 million de contributions. Le président annonce maintenant des mesures fortes. Vous ne regrettez pas d'être resté à l'écart? Même le Rassemblement national a participé davantage que vous au débat. On va parler du fond, mais sur la forme, ce sont des menteurs, le gouvernement. Moi, j'ai vu même une ministre... Les 10 000 réunions, elles sont là, non? Non, alors 10 000...
est-ce que vous savez que le nombre de procès-verbaux de ces réunions est seulement de 16% de ces réunions qui ont fait un PV? Le reste, elles ont parlé, il n'y a rien qui est remonté. Deuxièmement, j'entends parler, parfois certains vont vite, 1 million de personnes ont participé au débat. C'est pas vrai. Le nombre de gens différents qui est sur le site national, c'est le site du grand débat, en vérité, est de l'ordre de 166 000 personnes différentes. 166 000. C'est pas la même chose que 1 million, d'accord? Pour l'essentiel, les contributions, vous savez, ce sont des clics qui ont été apportés. Et je voudrais aussi pointer autre chose que je découvre. C'est-à-dire que ces contributions, ces braves gens qui ont participé au débat, ça va être lu par personne. C'est des algorithmes auxquels ils vont être soumis, avec des mots-clés. Pour en retenir quoi? On n'en sait rien. Et en dernière analyse, qui c'est qui retiendra de tout ça? C'est le président de la République. Ça, c'est pas la démocratie. C'est pas la souveraineté donnée au peuple. C'est pas la capacité de délibération et de décision donnée au peuple. C'est un grand cause-toujours qui est organisé avec, à l'arrivée, des décisions politiciennes qui seront prises par En Marche pour essayer d'étouffer le grand mouvement de protestation. Et là, on y vient. Ce que je vois, et c'est la question que vous me posiez, mais ils sont fous, là, En Marche. Vous avez vu ce qu'ils proposent? De baisser les salaires. Allez, je vous laisse. Non, il propose deux choses. D'une part, de réindexer les retraites pour les petites retraites. C'est-à-dire de corriger éventuellement la grosse erreur qu'ils ont faite. Donc déjà, ils s'aperçoivent, s'ils écoutaient les insoumis, on n'aurait pas désindexé les retraites. Et deuxièmement, une journée de solidarité, comme celle qu'avait instituée Jean-Pierre Raffarin en 2004, pour payer la dépendance, parce que l'État va prendre Alors moi, je l'exprime avec 25% de la dépendance. C'est-à-dire vous allez travailler une journée supplémentaire non payée, ça s'appelle baisser les salaires. C'est-à-dire vous travaillez plus et vous êtes payé pareil. Et oui, c'est pour la dépendance, il faut bien payer la dépendance. Donc, on est d'accord qu'on va synthétiser. La réponse proposée par En Marche au grand mouvement des Gilets jaunes, c'est de baisser les salaires. C'est-à-dire travailler une journée, demander aux salariés. C'est votre résumé. Mais si vous demandez aux gens de travailler une journée supplémentaire gratuite, de fait, par rapport au travail qu'ils produisent, vous les payez moins. Donc c'est pas acceptable, bien évidemment. Je pose la question à ceux qui nous regardent. Vous pensez que ce qui s'est exprimé dans le mouvement des Gilets jaunes, des gens qui disent nos salaires, notre pouvoir d'achat, notre capacité, là encore, de pouvoir faire face aux dépenses du quotidien est en grande difficulté, et vous pensez que c'est en leur faisant travailler une journée gratuite supplémentaire qu'on règle le problème? Ils sont fous, ces gens. Mais je veux dire, là je le dis avec humour, mais là ils sont complètement fous. S'ils imaginent qu'aujourd'hui un ouvrier, un employé veut bosser une journée supplémentaire en n'étant pas payé, que c'est ça leur proposition, sanctionnez-les aux élections européennes. Sanctionnez-les. Ne leur permettez pas de sortir vainqueurs. On termine avec François Ruffin. Dans le Figaro, il se pose en successeur de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon m'encourage à ne pas fermer la porte à de la présidentielle, dit-il. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le successeur alors? Et il y a d'autres personnes avec qui Jean-Luc Mélenchon a proposé d'être candidat à la prochaine présidentielle? Mais cette phrase, Jean-Luc Mélenchon a raison de la dire. Moi, il me l'a dit la même chose me concernant. Il vous l'a dit aussi? Bien sûr. Vous pourriez être candidat à la présidentielle? Il nous dit moi, il me l'a dit, si un jour la question était posée de la suite, évidemment, il faut qu'on se tienne prêt. C'est ça qui est dit. Donc François Ruffin prend ses rêves pour des réalités, c'est pas lui non, mais il a raison. Premièrement, c'est pas ça qui est dit dans l'interview de François Ruffin, c'est pas ça qu'il dit. Mais Jean-Luc Mélenchon est un homme qui a construit, c'est un bâtisseur. C'est un homme qui a construit un grand mouvement politique, c'est un homme qui a construit une génération aussi politique, qui a permis à ce que des gens comme moi rentrent à l'Assemblée nationale, et aussi comme François Ruffin. Et donc il a toujours eu le souci de la suite. Et moi, qui suis un ami de Jean-Luc, et il a dû dire la même chose à François, je sais qu'il le dit aussi à d'autres générations plus jeunes, c'est les amis, créer les conditions pour qu'un jour, le relais puisse être transmis, que le drapeau soit relevé, pas plus, pas moins. Alors j'invite chacun. Donc Ruffin, mais j'invite chacun, voilà, parce que si François fait une mauvaise lecture de tout ça, il faut que tout le monde redevienne modeste. C'est-à-dire que la présidentielle, il faut arrêter d'y penser, d'être obsédé par ça. Et le leader pour l'instant, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le candidat en 2017, c'était lui, et pour l'instant, on n'a pas discuté du candidat de 2022. J'invite chacun à rester utile au combat contre Macron, à pas perdre de temps, à être obsédé par la présidentielle. Moi, mon combat, c'est empêcher les mauvais coups du gouvernement. C'est pas me projeter en 2022. Merci Alexis Corbière, bonne journée. À bientôt.